Voilà, maintenant c'est le professeur émérite Guilhem Ajroth qui va nous parler de l'inclusion tout au long de la vie. Le professeur émérite de Guilhem Ajroth vient de l'Université de Mons. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je remercie vivement l'association EVA, ENIL, EASPD et tout particulièrement Madame Lassois de m'avoir invité à aborder le thème de l'inclusion tout au long de la vie. Quel programme tout au long de la vie! Et cela en 10 minutes. Ah, mais on ne voit pas. Voilà. Et j'ai ajouté un sous-titre, Vivre toute sa vie en inclusion, un droit fondamental avec un point d'exclamation, mais après un droit respecté avec un point d'interrogation. Alors, je pense qu'il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est l'inclusion, à ne pas confondre avec le mot intégration. Il faudra se mettre d'accord sur le sens des mots. Est-ce une simple question de vocabulaire ou plutôt de représentation de ce que c'est le handicap et de ce que sont les services adaptés à l'accueil de ces personnes? Malheureusement, je ne vais pas faire un cours d'histoire des services pour personnes handicapées, mais brosser rapidement cette évolution. Notre pays, en particulier la Wallonie, est passé depuis les années 50-60, seuls les plus anciens s'en souviendront, passé d'un système de services fondé d'abord sur l'exclusion des services pour la famille, l'exclusion de l'école à cette époque-là, puis la ségrégation avec le placement de l'enfant dans des institutions habituellement loin de la famille, puis à partir de 1970 et la loi sur l'enseignement spécial, à l'accueil dans des écoles spéciales autonomes. Ce dernier développement représente cependant un progrès important pour de nombreux enfants et adolescents qui étaient considérés enfin comme écoliers spéciaux ou comme étudiants spéciaux, mais tout de même comme écoliers. Et cela a été de pair avec la suppression des classes spéciales annexées, qui s'en souvient, en 1970, qui évidemment était réservée à des enfants ayant un simple retard scolaire, avec une pédagogie sans doute approximative. L'intégration à l'heure actuelle consiste notamment en l'intégration de classes spécialisées dans l'enseignement ordinaire, mais enfin, plus récemment, on aborde l'inclusion. À la différence de la démarche de l'intégration, l'inclusion consiste à accueillir chaque personne en situation de handicap sur tous les plans et à tous les âges. Non seulement le plan de l'accessibilité, mais aussi en attachant une attention particulière à ce que l'on appelle aussi l'intégration sociale, c'est-à-dire l'accueil par chacun d'entre nous et au développement de relations avec toutes les personnes, et enfin une inclusion sociétale. Le mot semble de plus en plus à la mode, mais ça veut dire que cette inclusion sociétale, c'est un soutien aux rôles sociaux remplis par chacun d'entre nous, élèves, étudiants, travailleurs, locataires, propriétaires, électeurs, et j'en passe. Mais ces rôles-là doivent être encouragés par les lois et les règlements reflétant ce dont on parle tous les jours, encore ce matin, vivre ensemble en société. Alors, devant l'énormité de la tâche, vous voyez, je me suis basé sur la déclaration de l'ONU, qui est pour moi révolutionnaire, en tout cas en Wallonie, la déclaration de l'ONU qui dit qu'il faut favoriser une participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Et pour parler de l'inclusion tout au long de la vie, je reprends uniquement 3 âges. D'abord, les jeunes enfants. Comment assurer la participation pleine et entière du jeune enfant à vivre dans sa famille?
S'il est habituel de considérer les parents comme les premiers éducateurs de leurs enfants, il faut nous interroger. Comment apprendre à éduquer ce jeune enfant aux caractéristiques particulières ayant des besoins spécifiques? Puisqu'il n'existe pas encore d'école de parents pour un enfant en situation de handicap, je propose de mettre l'accent sur deux types de services. D'abord, les services d'aide précoce, dont la particularité essentielle est de soutenir les parents là où ils vivent avec leurs enfants, en famille d'abord. Ensuite, les services professionnels comme les crèches et garderies commencent à être à la disposition de tous les enfants, et ici aussi le soutien des services d'aide précoce est important. Mais les défis, et je n'en ai retenu que 3, la formation du personnel aux stratégies éducatives, de préférence validées par la recherche, ce que l'on appelle les bonnes pratiques. Le renforcement des services d'aide précoce via l'affectation d'un budget plus important. Et j'ai ajouté une remarque qui concerne spécifiquement l'autisme, mais est-elle propre à l'autisme? Et j'ai repris une citation d'une étude hollandaise, c'est la porte à côté, n'est-ce pas, la Hollande. Si l'on fait de l'intervention intensive comportementale précoce, on va économiser 1 103 067 € par personne avec autisme sur la période de 3 à 65 ans. Je pense que cette déclaration, cette conclusion devrait interpeller tous les responsables, politiques notamment, à tous les niveaux. La participation de l'enfant et de l'adolescent d'âge scolaire à vivre à l'école, avec ses frères et sœurs, avec ses copains du voisinage et les adultes de l'école ordinaire, tout en apprenant beaucoup. Signalons l'avancée récente en Fédération Wallonie-Bruxelles avec la refonte du décret de l'enseignement spécialisé, via une entrée directe dans l'enseignement ordinaire sans passer par l'enseignement spécialisé et un renforcement de la collaboration entre les deux systèmes d'enseignement. Nous ne disposons pas, malheureusement, d'études en Belgique sur l'efficacité des classes spécialisées intégrées, de l'enseignement spécialisé, de l'inclusion scolaire. Simplement, une étude suisse indique en tout cas que l'accueil des élèves en situation de handicap dans une classe ordinaire est globalement plus favorable que le placement en classe spécialisée. Un des avantages du système, c'est qu'on va de cette façon-là assurer la formation des adultes. Les copains de l'école vont devenir des adultes demain et ils seront sans doute plus amis avec le monde du handicap et peut-être qu'ils seront plus favorables et ils voteront peut-être plus en faveur du monde du handicap. Ce seront les décideurs de demain. Alors les défis, j'en ai relevé 3. La formation initiale de tous les enseignants, J'espère que le ministre responsable écoutera ça. Le transport scolaire, revoir le système de transport scolaire, dont une des conséquences est de couper l'enfant de ses copains de quartier, partant le matin à 7 h, rentrant le soir à 6 h. Comment entretenir les relations avec ses copains de quartier? Et enfin, encourager les établissements spécialisés ordinaires à travailler ensemble jusqu'à ce que l'enseignement spécialisé devienne une structure de soutien au sein d'une école pour tous. Troisième domaine, les adultes. Les adultes. Comment favoriser la participation à vivre ensemble avec nous au cœur de la cité? Alors peut-être il faut s'interroger sur notre style de vie à nous en tant qu'adultes. Alors c'est vrai qu'on travaille, on vit chez soi, et on a aussi des loisirs créatifs, sociaux, culturels, comme aller au musée. Il y a quelques rôles qui sont un peu oubliés. Le rôle de citoyen, par exemple, il faut savoir voter, former au vote. Ou bien les personnes aussi vont devenir un couple
et vont peut-être avoir une famille. On en parle un petit peu, mais on n'en parle pas beaucoup. Alors je vais me focaliser sur vivre chez soi et avoir des loisirs dans une perspective inclusive. Comment les adultes ayant un handicap peuvent-ils habiter chez eux et vivre avec nous au cœur de la cité? En d'autres mots, peuvent-ils vivre bien dans leur quartier? Seront-ils propriétaires, locataires, colocataires ou un autre statut? Selon les recherches et les perspectives actuelles, et on vient d'en parler au Pays de Galles, on est passé d'un modèle institutionnel de logement pour 15, 20 ou plus de personnes sur un même site vers un modèle accueillant un maximum de 3, 4, 5 personnes, 6 personnes parfois, dans des maisons ou des appartements ordinaires, dans des rues ordinaires réparties dans la cité. C'est vrai que quelques projets se sont développés ces dernières années, y compris pour les personnes avec une autonomie très limitée que l'on appelle de grande dépendance, et ces projets sont encouragés via une révision du mode de subventionnement du personnel. Et enfin, le long chemin vers l'inclusion tout au long de la vie. Le développement n'a pas d'âge si on assure à la personne en situation de handicap un soutien inclusif. Alors je n'ai repris que 3 points. Premier point, ça a déjà été mentionné, se baser non pas sur le modèle médical ou caritatif ou de la bonne volonté, mais envisager un modèle de service basé sur le droit. Va-t-on vers un système de service axé sur le respect des droits, notamment via une implication plus grande de la justice avec un grand J, et par exemple des actions aussi via le Centre pour l'égalité des chances, qui est largement inconnu de beaucoup de personnes qui ont un handicap. Deuxième élément, envisageons les moyens très concrets de passer d'un système basé sur un modèle institutionnel vers un système basé sur la proximité. Par exemple, ne plus investir dans de grandes structures de logement et favoriser le développement de petits logements inclusifs. C'est ce que l'on appelle internationalement la désinstitutionnalisation. Utilisons le terme des Québécois qui est la désins. On gagne 10 secondes. Et je vous invite à regarder deinstitutionalizationguide.eu où vous trouverez toutes les informations. Et enfin, en ce temps de crise économique, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Mais essayons de voir comment nous pouvons mieux utiliser l'argent disponible. D'abord, l'argent qui est à la disposition de tous, c'est-à-dire de nous tous ici, et ensuite seulement l'argent mis à la disposition du secteur, et encore enfin, les BAP et les budgets personnalisés représentent très certainement la perspective d'avenir, parce que je vais terminer par une anecdote. Je n'ai pas a priori de handicap, mais je bénéficie d'un budget personnalisé aux soins des systèmes de santé de l'INAMI. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, ce budget-là. Peut-être qu'à l'avenir, je devrais l'utiliser beaucoup plus. Pourquoi le monde du handicap ne peut-il pas aussi disposer de son propre budget personnalisé, ce qui se passera plus rapidement en Flandre qu'en Wallonie. C'est donc un appel aux parlementaires wallons avec l'espoir qu'ils regarderont par vidéo, qu'ils regarderont cette journée. Merci beaucoup.